Bon, on m'a demandé, surtout je pense que j'ai été invité à l'occasion de l'apparition du livre, justement, qui s'appelle Lutter pour un toit. Donc, vous avez la page couverture à l'arrière. Et c'est un peu de ça que je vais vous parler. Lutter pour un toit, ce que c'est le récit de 12 luttes qui se sont déroulées au cours des 70 dernières années. Donc, ce n'est pas autobiographique, contrairement à ce que des journaux ont dit. Je ne suis pas sûr, quand même. Mais il y a des luttes, évidemment, là-dedans dans lesquelles j'ai été impliqué de plus ou moins près, mais il y en a d'autres que j'ai tout simplement, je raconte, mais sans les avoir vécues directement. Évidemment, je n'ai pas l'intention de raconter les 12 luttes qui se sont déroulées dans différents coins du Québec. Je vais m'attenir à certaines qui se sont déroulées à Montréal. Mais avant de faire ça, je pense que c'est important de revenir un peu sur des notions comme celle de droit au logement. Toute la question du logement social aussi, juste pour se situer d'abord, ensuite l'exposer comme tel sur les histoires de lutte sur le logement, et finalement, le dernier bout, je parlerai plus des défis actuels pour le droit au logement. Pour moi, je trouve important de situer ça sur l'enjeu, de vraiment asseoir ça sur la base du droit au logement. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que j'ai demandé à Christian Nadeau, qui est philosophe, mais qui est aussi président de la Ligue des droits et libertés, d'écrire la préface du livre pour justement parler de toute cette question-là du droit au logement. Et pour moi, c'est vraiment la base. D'abord, c'est la base de mon militantisme, que je suis convaincu que le logement est un droit et que tout le monde doit voir ce droit-là se réaliser pleinement. Mais c'est aussi là-dessus d'où part le livre d'une certaine façon, c'est que le logement, c'est un droit. Je vais même plus loin dans le livre en disant que la ville, c'est un droit aussi, que tout le monde doit avoir droit à la ville. Et avoir droit à la ville, ça veut dire être capable de vivre en ville. Et on sait que c'est un défi. En tout cas, on va en parler tout à l'heure quand on va arriver au défi actuel pour le droit au logement. Donc, si je vais sur le droit au logement, vous allez peut-être dire, oui, mais le droit au logement, d'où ça vient ce truc-là? Si tu lis la Charte canadienne des droits de la personne ou la Charte québécoise des droits et libertés, le droit au logement n'est pas mentionné là-dedans. Donc, pourquoi on parle de droit au logement? C'est effectivement pas mentionné dans les chartes canadiennes ou même dans des lois canadiennes ou québécoises, le droit au logement, sauf que c'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits humains, j'aime mieux ça que des droits de l'homme, et c'est inscrit aussi surtout dans un pacte international qui s'appelle le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, que le Canada a endossé, auquel le Canada a adhéré en 1976 et que le Québec a accepté d'endosser, même s'il n'était pas obligé, parce que n'étant pas un pays, il n'y avait pas à le faire, et le Québec a accepté de l'endosser. Mais ce faisant, tu reconnaissais le droit au logement et tu reconnaissais qu'il y avait des responsabilités qui incombaient quand tu t'inscris des droits comme ceux-là, que tu as des responsabilités à l'égard de leur réalisation. Il y a un comité, justement, le comité qui travaille à préciser les droits économiques, sociaux et culturels et à surveiller leur application par les différents pays. Le comité a donné une définition ça date de 91, mais les définitions qui sont données du droit au logement, à mon avis, c'est encore une définition qui est assez complète de ce que c'est que le droit au logement. On peut penser le droit au logement, c'est juste avoir un toit au-dessus de sa tête, ce qui est de ne pas être sans abri, ce qui déjà est un problème parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas ça, qui n'ont même pas un logement à eux autres. Mais comme le comité le dit, c'est beaucoup plus que ça. Et il donne une définition que moi j'aime bien, où on dit le droit au logement, c'est le droit à un lieu où l'on puisse vivre en sécurité, dans la paix et dans la dignité. Et quand tu prends chacun de ces mots-là, sécurité, paix, dignité, déjà, ça en dit long sur le fait que c'est vraiment pas juste avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est beaucoup plus que ça. Et là, ça veut dire, entre autres, un logement auquel tu as accès sans aucune forme de discrimination d'aucun ordre. Que ce soit discrimination, par exemple, sexe, origine ethnique, orientation sexuelle,
handicap physique ou mental, peu importe, il doit avoir aucune forme de discrimination qui t'empêche d'avoir accès à un logement. Ensuite, ça comprend différents éléments comme la protection contre les évictions forcées, que tu n'aies pas été expulsé de ton logement sans motif valable, et on peut discuter longtemps de c'est quoi un motif valable. Quelqu'un qui a un retard de paiement de loyer de quelques centaines de dollars, est-ce que c'est un motif valable de l'évincer? Moi, j'estime que non. Le gouvernement estime que oui, de toute évidence, parce que la loi est ainsi faite. Le respect de la capacité de payer, de faire en sorte que ce que tu consacres au logement ne ronge pas sur tes autres besoins essentiels, ta capacité d'assurer tes autres besoins essentiels, notamment l'alimentation. L'habitabilité des logements, faire en sorte que les logements soient salubres, que les logements soient sécuritaires, qui ne représentent pas un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. La présence d'équipements, d'infrastructures dans le logement, mettons des infrastructures de chauffage, par exemple, ou d'électricité, ce qui est la base. La proximité des services, et ça va très, très, très loin, ça va même jusqu'au respect de la diversité culturelle dans l'architecture. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, selon le comité de l'ONU, va très loin, qui comporte plusieurs aspects. Donc, c'est ça, grosso modo. J'oubliais de vous dire, comme il y a 3 parties, si vous avez des questions ou des points à amener, on pourra le faire après chacune des parties. Enfin, je vais vous indiquer quand est-ce que la partie est terminée, puis là, on pourra avoir des questions, des échanges, puis je vais m'assurer de garder du temps pour faire en sorte qu'on termine à 16 heures. Fait que sur le droit au logement, si ça va, je voulais intervenir plus sur la question du logement social, parce que pour le FRAPRU, qui est l'organisme pour lequel j'ai travaillé pendant 38 ans, et pour moi-même, le droit au logement, c'est un peu un moyen, c'est plus qu'un peu, c'est un moyen essentiel d'assurer la réalisation du droit au logement pour diverses raisons. Et quand je vais donner la définition du logement social, les raisons sont là, exactement. Le logement social, d'abord, ce qui fait qu'on appelle un logement social, c'est qu'il est sans but lucratif. Tu n'as pas de profit qui se fait sur le logement. Tu n'as pas de profit qui se fait sur l'allocation du logement et tu n'as pas de profit qui se font sur la vente des logements. En principe, les logements sociaux ne se vendent pas. Je dis en principe parce que c'est arrivé historiquement que des logements sociaux se vendent. On peut penser à la Grande-Bretagne, par exemple, sous Margaret Thatcher, le gouvernement conservateur des années 80, où on a effectivement vendu une partie importante du parc de logements sociaux. Mais en principe, c'est sans but lucratif. C'est à propriété collective et non pas à propriété individuelle. Et quand je dis propriété collective, ça peut être aussi bien une propriété étatique, gouvernementale, qu'une propriété communautaire. Par exemple, une coopérative d'habitation, c'est pour nous autres au FRAPRU et pour moi-même, c'est une forme de logement qui est à propriété collective. Les logements sociaux sont généralement, dans la grande majorité des cas, subventionnés par les gouvernements. Subventionnés directement. Parce qu'on pourrait regarder ce qui se fait dans le privé, puis à peu près tous les logements sont subventionnés, mais pas directement. Souvent, ça se passe par le biais de la fiscalité, de déduction fiscale, où tu as des encouragements à la propriété ou le fait d'être propriétaire de logements locatifs. Et finalement, c'est là aussi généralement des logements dont au moins une partie s'adresse à des ménages à faible revenu qui sont subventionnés pour y demeurer, qui reçoivent une subvention individuelle pour les aider à payer leur loyer. Bonjour. Il y a différentes formules de logement social. Il y en a 3 grandes formules de logement social. La première, qui est la plus connue, c'est les habitations à loyer modique, ce qu'on appelle les HLM. Des HLM, des habitations à loyer modique, c'est la propriété du gouvernement du Québec ou des villes. C'est des logements qui ont été entièrement financés par les différents paliers de gouvernement. Et c'est géré par ce qu'on appelle des offices municipaux d'habitation.
que je pense que généralement on s'y connaît. Il y a autour de 20 000 de ces logements-là à Montréal. Les coopératives d'habitation, je pense qu'on connaît un petit peu aussi ce que c'est. Les coopératives d'habitation, je vais vous donner un exemple à partir de nous autres. Le monde ensemble, ici, on décide qu'on forme une coopérative d'habitation. Et là, tout le monde se met ensemble, on fait une demande de subvention, on se fait aider par ce qu'on appelle un groupe de ressources techniques pour faire en sorte de faire avancer notre projet. Mais une fois que le projet est avancé, on est, tout le monde, locataire de nos logements. On est de la même façon que tu es locataire du marché privé, tu es locataire de ton logement. Mais la différence, c'est que tout le monde ensemble, on est propriétaire de l'ensemble de coopératives et on prend des décisions, non pas individuellement, mais collectivement sur, par exemple, bon, quelle hausse de loyer on se donne, quelle rénovation on fait, combien de budget on met sur l'animation, comment on règle les problèmes de vie collective, de vie en société. Tout ça, une coopérative d'habitation, c'est tout le monde ensemble qu'on décide ça. La troisième formule qui est peut-être, mais quoi que je pense qu'il y a des logements ici en haut, si je ne me trompe pas, ça doit probablement être un OSBL d'habitation, c'est ce qu'on appelle un organisme sans but lucratif. Un OSBL d'habitation, la différence, c'est que par exemple ici, ensemble, on regarde c'est quoi le problème qu'on rencontre dans notre quartier. Bon, assez évidemment, ici, si je regarde les gens qui sont là, par exemple, la question de l'accueil pour les nouveaux arrivants pourrait être un sujet sur lequel on dit bien, il faudrait intervenir là-dessus. Et donc, on forme un conseil d'administration avec certaines personnes ici et on gère ce logement-là qui est subventionné aussi par les gouvernements. Mais les différences, c'est que c'est nous autres qui gèrent les logements alors que la coopérative, c'est les locataires eux-mêmes qui gèrent le logement. Par contre, dans la majorité des OSBL d'habitation, il y a une implication des locataires. Les locataires sont représentés au CA de l'OSBL. Si on regarde le portrait d'ensemble, à Montréal, on parle d'à peu près 60 000 logements sociaux sous une forme ou sous un autre, donc 20 000 plus de type HLM, logements publics, et 40 000 logements communautaires, que ce soit des OSBL ou des coopératives d'habitation. Ça représente au total 12 du parc de logements locatifs, ce qui est peu. 12 du parc de logements locatifs, c'est quelque chose qui n'est pas marginal, mais qui est quand même beaucoup trop minoritaire. Si on se compare, par exemple, à certains pays européens, aux Pays-Bas, entre autres, le logement social représente environ 70 du parc de logements locatifs. On est plutôt loin de ça ici. Tu as d'autres pays où ça varie entre 25 et 50 en Europe. Il faut dire qu'il y a eu un contexte historique particulier, par exemple la reconstruction de l'après-guerre qui explique ça. Mais il reste quand même qu'on est dans un monde différent. On est beaucoup plus dans l'univers nord-américain et dans le type de la représentation que le poids que le logement social a en Amérique du Nord. Et peut-être juste en terminant là-dessus, sur cette partie-là, cette première partie-là, qui était plus juste se situer de quoi on parle, c'est la question de qu'est-ce qui existe comme programme pour faire du logement social. Ce n'est pas très long parce qu'il n'existe qu'un seul programme de logement social à l'heure actuelle qui permet de faire des nouveaux logements sociaux. Historiquement, il y en a eu plusieurs autres, mais à l'heure actuelle, il n'en a qu'un seul. C'est le programme qu'on appelle Axiologie Québec, qui est un petit programme, je vais y revenir tout à l'heure, un très petit programme qui est financé par le gouvernement du Québec. Maintenant, va être administré directement par la Ville de Montréal et qui implique des argents fédéraux. Donc, vous voyez que les trois paliers de gouvernement ont à y voir, mais c'est un petit programme. Et là-dedans, il se fait des coopératives d'habitation, il se fait des logements sans but lucratif, des OSBL, et il se fait certains logements publics, mais ce ne sont pas des habitations à loyer modique, des HLM, comme ceux qu'on connaissait. Un HLM, tous les gens qui étaient là étaient à faible revenu. Ce n'est pas le cas de ces logements-là qui sont gérés par les offices d'habitation, qu'on appelle plutôt des logements abordables.
c'est du logement social, mais c'est du logement social où une partie seulement, quand il y en a, parce qu'il y a même des types de logements où il n'y a aucune assurance pour les gens à faible revenu de payer un loyer qui respecte pleinement leur capacité de payer. Mais s'il y en a, il n'y en a pas pour tout le monde du logement en question. Bien, on arrive plus à la partie historique. Et comme je vous disais, la partie historique, je ne parle pas des 12 luttes qui sont racontées dans le livre. Je ne parlerai même pas en détail des 6 luttes qui se sont passées à Montréal dans celles que je raconte. Mais je vais parler de certaines luttes en les situant dans leur contexte historique. La première lutte qui s'est déroulée, c'est dans un contexte particulier qui est... Ah, voilà. La première lutte qui s'est déroulée, c'est immédiatement après la guerre. Mais ça se situe, ça s'est historiquement développé dans un contexte particulier. Vous savez qu'il y a eu une grande crise économique dans les années 30 qui a été provoquée par le crash boursier de 1929. Et il y a une crise économique très violente qui a touché différents secteurs, dont le secteur de la construction domiciliaire. Et ça s'est déroulé au moment où il y avait une urbanisation vraiment importante. Montréal s'urbanisait. Il y a beaucoup de gens qui arrivaient des campagnes pour venir demeurer à Montréal. Et tu connaissais vraiment un accroissement important de la population à Montréal et dans certaines autres villes aussi. De telle sorte qu'on s'est retrouvé vraiment dans une très profonde crise du logement. Il n'y avait pas de logement disponible. Et bien, ça entraînait d'autres facteurs, par exemple des hausses de loyers. Le loyer augmentait de façon importante. Vous allez voir que dans les crises qui se sont déroulées après, c'est un facteur qui est assez régulier que les loyers augmentent. Et il y avait aussi énormément d'évictions. Les gens se faisaient évincer. Et à l'époque, il n'y avait pas de loi qui minimalement protégeait, parce qu'on disait que j'avais écrit un livre tout à l'heure qui s'appelait Un chien de garde pour le droit au logement. Mais à la fin du livre, il y avait un point d'interrogation. Savoir si c'est un défenseur de la crise. Ce n'était pas une affirmation que c'était un défenseur du droit au logement. Mais à cette époque-là, il n'y avait même pas cette protection minimale-là. Et la situation s'est aggravée avec la guerre, parce que la guerre, ça veut dire aussi des emplois. Ça veut dire des emplois dans l'armement, notamment quand le Canada n'était pas impliqué directement, mais il y avait au moins des armements qui se fabriquaient. Et là, ça faisait en sorte, là aussi, c'était un facteur qui attirait les gens. C'était généralement des bons emplois, en tout cas en termes bien rémunérés. Dangereux, mais bien rémunérés. Et au retour des vétérans de la guerre, bien là, c'est carrément devenu invivable. La pénurie est devenue complète. Il n'y avait carrément pas de logement. Et il y a des familles complètes qui devaient vivre dans des garages, dans des entrepôts, des familles qui devaient vivre dans une chambre pour un chambreur, mais là où tu avais des familles complètes qui habitaient là-dedans, ou carrément qui n'avaient pas de logement, qui erraient d'un endroit à l'autre. Et par rapport à ça, ça a obligé le gouvernement fédéral, parce que c'était vraiment le gouvernement fédéral à ce moment-là, le gouvernement fédéral a posé des premiers gestes en matière d'habitation. Et ça, c'est arrivé au début des années 40. Il y a 2 gros gestes qui se sont posés. D'abord, on a formé une société qui s'appelle le Wartime Housing Limited, qui s'est appelée, parce que ça a duré jusqu'en 1946, et son rôle, c'était de construire des logements. Au départ, construire des logements pour les gens qui venaient travailler dans l'armement, dans les usines d'armement. C'est l'image que, je ne sais pas dans le coin ici s'il y en a, mais vous avez sûrement vu de ces petites maisons qu'il y a dans certains quartiers, vraiment des maisons individuelles, ce qu'on appelle des maisons pour vétérans, là. C'est ça, c'est ce type de maison-là. D'abord, était construite pour les gens qui venaient travailler dans l'usine d'armement. Et après ça, bien, c'est devenu pour les vétérans, c'est devenu des bâtisses pour les vétérans. Ça a été la première intervention. Après ça, en 1946,
il y a la Société canadienne d'hypothèques et de logement, qui s'appelait à cette époque-là la Société centrale d'hypothèques et de logement, qui a été créée pour continuer ces interventions-là. Et il y a eu, chose qui est toujours surprenante, il y a eu un gel des loyers qui a été décrété. Il y avait une forme de contrôle des loyers aussi qui était assurée par le gouvernement fédéral. Ce n'était pas comme maintenant la Régie du logement ou un organisme comme ça qui est provincial. C'était vraiment le fédéral qui s'occupait de faire en sorte que les loyers soient contrôlés. Évidemment, ça allait dans le sens de l'effort de guerre et de faire en sorte que les gens, par exemple, les soldats qui s'en allaient, les familles qui demeuraient, bien, qu'ils ne soient pas étouffés par les hausses de loyer. Ça m'amène à la lutte qu'on va parler, c'est une lutte de ce qu'on a appelé les vétérans squatteurs. C'est des familles de vétérans qui se retrouvaient sans logement et qui occupaient des logements qui étaient vacants. Deux choses qui expliquent ça, mais qui sont liées à ça. Bien, d'abord, qui a organisé ça? C'est un organisme qui est né comme ça suite à cette crise-là vécue par les vétérans, qui s'appelait la Ligue des vétérans sans logis et qui était animé par un nommé Henri Gagnon, qui est quelqu'un dont le nom revient à plusieurs reprises dans l'histoire des luttes populaires au Québec. Et Henri Gagnon et la Ligue des vétérans sans logis avaient été créés par un parti politique qui était le Parti ouvrier progressiste, comme il s'appelait à ce moment-là, le POP. Et le Parti ouvrier progressiste, c'était le nom que s'est donné le Parti communiste du Canada au sortir de la guerre et au moment où les relations avec la Russie, avec l'URSS, à l'époque l'Union des républiques socialistes soviétiques, allaient en se détériorant. Et on a essayé de se donner une certaine légalité ou légitimité en changeant le nom du parti. Ça n'a quand même pas évité complètement les répressions. Et là, ça, c'est la première caractéristique. Donc, ça a été initié par cet organisme-là, la Ligue des vétérans sans logis. La deuxième, c'est que ce qu'on occupait à ce moment-là, c'est des maisons de jeu. Non seulement, ça c'est vraiment scandaleux, non seulement il n'y avait pas de logement, mais les quelques logements qu'il y avait, il y en a qui servaient à des fins de maisons de jeu. Tu avais ce qu'on appelait à l'époque au Québec, on appelait ça des barbottes. C'était vraiment des lieux de jeu, de cartes, de ces choses-là, et qui étaient tout à fait une activité totalement illégale, mais qui était endurée par la police. Et l'habileté d'Henri Gagnon et de la Ligue des vétérans sans logis, ça a été de dire, bien, on va occuper ces logements-là, donc ça va nous donner un certain appui populaire, une certaine sympathie populaire, parce que c'est scandaleux en soi qu'il y a des gens qui sont allés faire la guerre, puis leurs familles qui sont restées ici, mais dans la misère souvent, qui n'ont pas de logement, alors que ça sert à des fins illicites. Et là, ici, je pense que je suis mieux d'y aller avec ça. Hein? C'est sur le côté. Ah! Oh, la photo n'est pas très bonne, mais en tout cas, c'est... Ça, on voit ici, très mal probablement, là, mais c'est Henri Gagnon qui est au centre de la photo. C'est lors de la première occupation de maisons. Il y en a eu 3 maisons qui ont été occupées. La première, c'était sur McGill College. La deuxième maison, ça a été sur la rue Saint-Denis. C'est le titre du journal qu'on voyait tout à l'heure. Et la toute dernière a été dans le quartier ici, sur le boulevard des Caries, qui n'était probablement pas ce que ça ressemble maintenant, là, mais sur ce qui était des Caries. Je ne suis pas très doué avec... Tu peux rétrécir l'image? Voilà, ici, tu vois, il y a la flèche. Oups. Et c'est ça, c'est la dernière, c'est sur le boulevard des Caries, dans Snowdon, où il y a eu cette occupation-là. L'occupation a vraiment fait jaser beaucoup. Ces squats-là ont fait beaucoup parler dans les médias. Ça, on a une famille ici de gens qui occupaient un de ces logements-là.
ça a fait beaucoup parler dans les médias, c'est l'aspect positif. Ça a provoqué certains gestes de la part du gouvernement, mais ça a été rapidement dénoncé comme une action communiste, notamment par le premier ministre du Québec de l'époque, qui s'appelait Maurice Duplessis, et qui avait un instrument qui s'était donné à l'origine pour lutter contre les témoins de Jéhovah, mais qui appliquait de façon beaucoup plus étendue que ça. Et il avait menacé, il ne l'a pas fait, mais il avait menacé d'imposer la loi du cadenas contre ces familles-là. Il ne l'a pas fait, mais ça n'a pas empêché que les gens ont été... les squatteurs ont été arrêtés. Il y a eu des procès de ces gens-là. Il y a eu des condamnations. Mais tout ça a fait en sorte que ça a duré quand même quelques mois, ces actions-là. Il y a eu 3 actions réussies, une qui a échoué à Côte-Sainte-Catherine, justement. Mais à un moment donné, c'était clair que c'était condamné par tout le monde, par les médias. La couverture médiatique était de plus en plus antipathique et ça a obligé la Ligue des vétérans sans logis à arrêter ce type d'action-là. Sauf que, voilà ce squatter contre Barbotte. Ça, c'était au départ de la lutte, puis c'était encore sympathique, donc tu faisais bien sortir le fait que de l'aspect scandaleux de l'affaire, que c'était les maisons de jeu qui étaient... et là, tu arrives en 47, début 47, le problème n'est toujours pas résolu, il n'y a toujours pas assez de logements, il y a toujours beaucoup de familles qui sont sans logis. Et à ce moment-là, la stratégie change et on se met à occuper des bâtiments militaires. Entre autres, le premier bâtiment militaire, on voit des gens qui déménagent d'ailleurs à cet endroit-là. C'était sur l'île Sainte-Hélène, où il y avait eu un bâtiment militaire durant la guerre, qui était devenu un lieu où le gouvernement offrait un gîte temporaire à des familles sans logis qui devaient payer un loyer, qui était à l'époque très minime, je pense que c'était 10 $ par mois, mais à l'époque, les revenus étaient bas aussi. Mais l'affaire, c'est que c'était vraiment détaudit, de telle sorte qu'à un moment donné, il y a une partie des familles qui se sont dit, on ne paye plus sur ce loyer-là. Et il y a Henri Gagnon qui a aidé à déménager d'autres familles à cet endroit-là. Et c'est devenu un squat, ce qui au départ était un hébergement administré par la Société centrale d'hypothèques et de logement. C'est devenu un squat qui a duré quelques semaines sur l'île Sainte-Hélène. Tu avais vraiment beaucoup de familles qui squattaient. Oups. Ah, c'est plus... et donc, ce que ça l'a fait, ce truc-là, c'est que le gouvernement a décidé qu'il mettait fin au squat, que c'était illégal. Au mois de juillet, il a fait venir les flics qui ont expulsé les gens qui n'ont pas de logement. C'est dur de dire où ils vont aller. Donc, les gens, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont couché sur le terrain. Ils se sont installés sur le terrain, à la Belle Étoile, où des fois, l'étoile est pas mal moins belle. C'était au mois de juillet, mais tout de même avec des familles. Et ça l'a vraiment soulevé beaucoup de... à ce moment-là, de sympathie populaire. Il y a eu un retour de la sympathie populaire. Et même le responsable de l'habitation, à ce moment-là, de la Ville de Montréal, s'est insurgé contre ce geste-là du gouvernement fédéral en disant, écoutez, on va à Ottawa, c'était le cas de la Ville de Montréal, pour demander que le gouvernement fédéral fasse plus. Et ce que vous trouvez à faire, c'est d'expulser des familles qui étaient déjà sans logis. Et donc, c'est un des facteurs qui a fait qu'à un moment donné, il y a des choses qui ont débloqué. Tout ça, donc, vous voyez que ça n'a pas duré très longtemps. Puis après ça, il y a eu un hôpital militaire, c'est vrai, qui a été occupé à Longueuil, ce qu'on appelait à l'époque Montréal-Sud. Il y a un hôpital militaire qui a été occupé aussi assez longuement. Les toutes dernières familles qui ont quitté ces lieux-là qui étaient occupés, c'est en 1948, à l'été 1948. Donc, vous voyez, ça a duré à peu près 2 ans, tout ça. Mais 2 ans qui ont quand même fait couler beaucoup d'encre. C'était un petit mouvement. Au total, on pense qu'il y a eu 70 familles seulement qui ont été impliquées dans l'ensemble de ces actions-là. Mais ça l'a fait jaser énormément. Ça a quand même joué un rôle sur le fait que le gouvernement fédéral a accepté
de continuer à construire des logements pour des maisonnettes, justement, comme ça, qui sont devenues des maisons pour les vétérans, à construire aussi des complexes comme, peut-être que vous connaissez le Benny Farm, qui est plus dans Notre-Dame-de-Grâce, qui était, à l'origine, c'est devenu autre chose, des bâtiments pour les vétérans, mais là, c'était des grosses bâtisses pour les vétérans. Bien, ça l'a aidé à ce que ça se fasse, et ça l'a aidé à ce qu'il y ait, en 1949, un premier programme d'habitation à loyer modique de HLM qui soit mis sur pied, qui était un petit programme qui a duré jusqu'en 1964, et qui, au Québec, a permis la réalisation d'un seul ensemble de logements, qui est les habitations Jeanne-Mance, qui sont dans ce qu'on appelle le plan d'Auzois aussi, qui sont plus dans le centre-sud, près de l'Université du Québec à Montréal. Ça va? Ça terminera cette première lutte-là.